Bienvenue à une nouvelle leçon du cours pour programmeurs Java intitulée Intégration avec les bases de données. Alors en principe, durant cette leçon, on va voir comment intégrer des bases de données au niveau de votre programmation. Parce qu'avant, tous les programmeurs avaient la possibilité de travailler avec des fichiers qu'ils créaient au niveau de chaque langage de programmation. Alors maintenant, on va voir pourquoi on utilise les bases de données et comment on utilise ces bases de données. Alors tout de suite, le menu. On va voir une définition des bases de données. On va voir les files au niveau des bases de données, c'est-à-dire les fichiers de bases de données. On va voir les caractéristiques des bases de données. On va voir les professionnels impliqués. On va voir une classification des bases de données. On va voir les bases de données relationnelles. Et puis le langage SQL. Alors, on va entamer le premier point, les bases de données. Alors, les données et informations. Donc, les bases de données, tout d'abord une définition des données. Ces faits connus, ce sont des faits connus qu'on peut enregistrer. Les informations, ce sont des données auxquelles est associée une interprétation. Donc, vous voyez, la donnée, elle a une définition et l'information, elle a une autre définition, bien sûr, où on intègre le mot donnée. Une base de données, database, donc une base de données est un ensemble de données. Elle représente des aspects du monde réel. De manière logiquement cohérente. Alors la manière logiquement cohérente, on va la voir tout à l'heure au niveau des types de bases de données. Et on va voir les méthodes d'analyse pour pouvoir avoir bien sûr des données cohérentes au niveau de votre base de données. Projetée, construite et rempli de données dans un but précis. Alors, vous avez maintenant des database management systems, donc des databases, bien sûr, de management ou de gestion de systèmes, ce qu'on appelle des systèmes d'information. Alors, le software qui gère une base de données, donc c'est un software qui gère une base de données. Pourquoi? Parce que tout à fait au début, les programmeurs utilisaient le langage de programmation et bien sûr créaient ce qu'on appelait des fichiers. Parce que tout à fait au début, on a commencé à travailler avec la mémoire RAM. Alors toutes les informations étaient au niveau de la mémoire RAM. Mais puisque la mémoire RAM restait une mémoire volatile qui perd bien sûr son contenu en absence d'électricité, donc bien sûr on a pensé à, si vous voulez, construire des fichiers ou un endroit dans des disques amovibles pour pouvoir bien sûr stocker ces informations-là. Alors c'est là où on a pensé bien sûr avoir la même structure qui a été déclarée au niveau de la RAM, au niveau bien sûr du disque dur. Alors bien sûr ce qui a été installé au niveau de ce disque dur-là, on l'appelle fichier. Mais bien sûr ces fichiers-là sont correspondants à chaque langage de programmation. Alors évidemment, maintenant pour pouvoir avoir une certaine cohérence et une certaine connexion avec plusieurs langages de programmation, c'est dans ce sens qu'ont été créés les systèmes de gestion de bases de données. Alors ces systèmes de gestion de bases de données ont été créés pour être attaqués par n'importe quel langage de programmation. La différence qu'il y a, c'est que avec l'ancien système, vous créez des fichiers mais propres à un langage de programmation. Prenons par exemple le C ou le Pascal ou le Visual Basic. Si vous créez des fichiers propres à Visual Basic, vous ne pouvez les lire qu'avec Visual Basic. Mais maintenant, si vous voulez, au lieu d'avoir des fichiers, utiliser des bases de données, à ce moment-là, vous pouvez attaquer la base de données par Visual Basic, ressortir les états par Crystal Report, pouvoir saisir d'autres informations par Java, et ainsi de suite. L'avantage, c'est que ça reste des bases de données qui sont bien sûr applicables sur tous les langages de programmation. Alors, les files d'une database, donc les fichiers d'une database. Les fonctionnalités, bien sûr, des bases de données. Alors, les mécanismes de définition. Vous avez le type, l'organisation et les contraintes de données. Ce sont les mécanismes de définition. Vous avez les instruments de manipulation. Alors, qu'est-ce qu'on va manipuler? Bon, on va manipuler, bien sûr, les mécanismes de définition. On doit rechercher, modifier, présentation des données. Et on a la gestion de la persistance. Des informations d'entreprise, par exemple, les employés, les départements, les projets. Vous avez des systèmes de réservation aérienne, vol, tarif, passagers. Ça dépend du système d'information que vous voulez développer.
Vous avez un catalogue d'une bibliothèque, les auteurs, titres, éditeurs, sujets, etc. Vous avez des données bancaires aussi, les comptes courants, clients, opérations. Toujours est-il, au niveau de chaque, si vous voulez, structure, vous pouvez avoir un programme ou un système d'information, bien sûr, utile et qui dépend des fonctionnalités et des travaux que font ces sociétés-là. Alors, les bases de données et les fichiers. Pourquoi employer une base de données? Ne suffirait-il pas d'employer un ensemble de fichiers? Alors là, c'est pour ça que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez avec une base de données, vous avez l'avantage de pouvoir, bien sûr, vous connecter à cette base de données par n'importe quel langage de programmation. Mais maintenant, si vous n'avez pas de base de données et que vous voulez travailler avec un fichier propre à un langage de programmation, vous ne pouvez pas accéder aux données de ce langage de programmation par un autre langage de programmation. C'est ça l'avantage. Donc la base de données reste universelle, premièrement. Et deuxièmement, vous avez la possibilité, avec toutes les bases de données récentes qu'il y a, de créer des structures logiques, de voir un petit peu les relations qu'il y a entre le contenu de la base de données, des tables, les requêtes, et ainsi de suite. Alors l'avantage, encore une fois, c'est de pouvoir avoir une base de données qui puisse dialoguer avec plusieurs langage de programmation. Alors, application basée sur des fichiers. Alors maintenant, on va voir le cas où vous vous basez sur des fichiers. C'est simple à réaliser. Pourquoi? Parce qu'au niveau d'un langage de programmation, il suffit d'écrire quelques lignes pour créer un fichier. Donc c'est un tableau que vous pouvez créer. Au lieu d'écrire au niveau de la mémoire, vous allez écrire au niveau de la mémoire et la mémoire se chargera de faire passer les informations au niveau du disque dur sous format d'un fichier. Interdépendance entre programmes applicatifs et données. La définition des données est contenue dans les programmes qui les emploient. Et puis, impossible de modifier le programme sans modifier la structure des données et vice-versa. Et ça, c'est très important. Vous voyez que le fichier reste dépendant de votre langage de programmation. Alors maintenant, l'avantage que vous avez lorsque vous utilisez des bases de données, maintenant, s'il y a un changement à faire, vous pouvez le faire au niveau de la base de données et puis, bien sûr, le rechanger au niveau du langage de programmation. Parfois, il y a des changements à faire au niveau de la base de données, mais qui ne nécessitent même pas de changement au niveau du langage de programmation. Mais si vous faites des fichiers et vous préparez la base de données sous forme de fichiers, à ce moment-là, il faut toujours avoir recours à votre langage de programmation pour faire toutes les modifications nécessaires. Application basée sur les bases de données cette fois-ci. Alors, l'approche standard à la gestion de données. Donc, il y a une approche standard, une approche normalisée. Il y a une réduction des délais de développement d'applications complexes. Pourquoi? Parce qu'au niveau d'un langage de programmation, lorsque vous créez vos fichiers, ça vous prend du temps énorme pour créer les fichiers. Alors maintenant, s'il y a une relation entre un fichier et un autre, vous devez le créer vous-même en écrivant quelques petits programmes et ainsi de suite. Alors lorsqu'il s'agit maintenant d'une application complexe, ça vous prendra énormément de temps pour pouvoir bien sûr appliquer ce que vous avez analysé ou ce que vous avez bien sûr à la base de données ou à la conception à laquelle vous avez pensé. Alors maintenant, vous avez une réduction des délais de développement d'applications complexes. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la base de données, vous créez votre structure directement. Et vous la créez bien sûr avec une aisance incroyable. Pourquoi? Parce que vous travaillez avec votre souris, vous faites glisser, vous nommez les champs rapidement. Alors que si vous deviez le faire avec un langage de programmation, tout ça devait être écrit. C'est des programmes que vous devez écrire. Nette séparation entre la base de données et application. Voilà ce qu'on appelle maintenant une programmation professionnelle. Pourquoi? Parce que les professionnels maintenant, ils appellent une base de données pour stocker les bases de données. Maintenant, pour pouvoir attaquer la base de données, ils emploient des langages de programmation. Ils n'emploient pas de langage de programmation pour créer des fichiers. Non, un langage de programmation pour créer, par exemple, les formulaires qui vont attaquer la base de données et parfois ressortir des états ou avec la sécurité et ainsi de suite. Mais toujours, un bon programme professionnel, c'est un programme qui est constitué d'une base de données, d'un moteur de base de données à part et d'un langage de programmation à part. Alors maintenant, les désavantages des bases de données, bon, les inconvénients. Le coût, l'achat, c'est normal parce que vous devez acheter une base de données, un moteur de base de données, et vous devez acheter bien sûr le langage de programmation. La formation, c'est une formation supplémentaire parce qu'il va vous falloir une formation au niveau de la base de données et au niveau du langage de programmation. La maintenance,
Alors on a deux plateformes si vous voulez. Alors il faut bien sûr assurer la maintenance des deux plateformes. La complexité d'administration. Pourquoi maintenant? Vous devez faire très attention et à la base de données et bien sûr au langage de programmation. Vous avez un risque de dépendance de solutions propriétaires. Alors on va passer maintenant aux caractéristiques des bases de données. Alors les bases de données, ce sont des données structurelles sous forme de tableaux, colonnes et références. Alors pour pouvoir bien sûr travailler avec une base de données, vous devez toujours l'imaginer sous forme de tableau. Et maintenant, pour pouvoir bien sûr préparer une base de données, il nous faut déjà des cahiers de charges. Un cahier de charges, alors sur lequel on doit se baser pour faire notre analyse, pour sortir avec les tables qui vont constituer cette base de données. Alors généralement, les cahiers de charges, ce sont les documents avec lesquels travaillent les sociétés ou les administrations en l'absence d'informatique. Alors généralement, lorsqu'on récupère toutes ces données-là ou tous les documents avec lesquels ils travaillent, on retrouve que tous les gens travaillent avec des tableaux. Donc la même chose, la base de données, c'est un ensemble de tableaux ayant des colonnes et des lignes. Où les colonnes, ce sont bien sûr les champs que vous avez et les lignes correspondent à chaque enregistrement de la base de données. Langage standard. Donc, définition et manipulation de données. Vous avez bien sûr le SQL 92 si vous voulez. C'est le langage standard des manipulations de bases de données. Alors, lorsque vous travaillez avec une base de données et non pas avec des fichiers, vous pouvez bien sûr travailler avec le langage standard de toutes les bases de données. L'optimisation pour la localisation des données. Alors, les indices, les algorithmes intelligents de recherche et ainsi de suite. Lorsque vous travaillez avec une base de données, vous avez la possibilité, bien sûr, de pouvoir localiser n'importe quelle donnée. Le contrôle d'intégrité, l'absence de doublons, l'existence des références. Pourquoi? Parce que si par exemple vous préparez un fichier sous un langage de programmation bien précis. Alors maintenant, au niveau de ce fichier, au niveau, si vous voulez, d'une colonne bien précise ou d'un champ bien précis, vous ne voulez pas avoir de redondance, c'est-à-dire un doublon, c'est-à-dire un code qui se répète. Alors maintenant, le fichier ne peut pas contrôler ça. C'est votre programme qui doit contrôler tout ça. Alors maintenant, si vous avez oublié d'insérer un programme qui puisse contrôler que le code existe, ça vous causera des problèmes du fait que vous allez avoir deux codes au niveau de votre même fichier. Alors qu'avec la base de données, vous pouvez bien sûr choisir le champ que vous voulez et interdire les doublons. Et automatiquement, bien sûr, un message d'erreur va vous ressortir automatiquement chaque fois que vous allez insérer un doublon au niveau de la table. Et ça va être très facile, vous ne pouvez pas l'oublier. L'introspection. Alors l'introspection, c'est l'accès à la description de la structure des données. Les politiques d'autorisation des accès. Alors maintenant, l'avantage que vous avez aussi, c'est que lorsque vous créez une base de données, si ça reste une base de données très professionnelle, vous avez l'administration de cette base de données. Donc vous avez une politique d'accès à cette base de données. Vous pouvez créer des sessions, des noms et des mots de passe. Telle table sera bien sûr lue ou consultée par telle personne. Cette table ne peut pas être lue par tel et tel groupe, ne peut être lue par le directeur et ainsi de suite. L'administration reste une chose très importante. Alors maintenant, lorsque vous travaillez avec une base de données professionnelle, cette base de données vous donne la possibilité de gérer l'administration de cette dernière. La gestion des accès simultanés. Et là, on ne peut pas le faire. On peut le faire avec les fichiers, mais c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'une base de données, elle est ouverte par plusieurs personnes en même temps, surtout si elle est au réseau. Alors maintenant, vous allez le voir dans les cours précédents qu'une base de données sur le réseau, avec le Java, il vous donne bien sûr des méthodes qui peuvent vous permettre de vous connecter directement à cette base de données, même si vous êtes plusieurs personnes en même temps. Alors, les professionnels impliqués. Caractéristiques ultérieures. Une vue multiple sur les données, les views. La définition de type de données abstraites. Les backups des données. Là, c'est un point très important. Pourquoi? Parce que lorsque vous préparez une base de données et vous la remplissez, à un certain moment, votre souci majeur, c'est de ne jamais perdre ces données-là.
Mais à ce moment-là, il va falloir, si vous travaillez avec des fichiers, ça veut dire qu'il faut préparer tout un programme qui puisse bien sûr copier ou sauvegarder ces informations-là. Sinon, il faut avoir recours au système d'exploitation pour pouvoir sauvegarder et ainsi de suite. Alors maintenant, avec des bases de données professionnelles, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez une redondance de panne. Alors cette redondance de panne vous permet bien sûr de dupliquer une base de données, de dupliquer des tables, d'acheter des tables pour ne pas perdre les informations qui sont à l'intérieur. Alors ceci dit, le backup des données reste une chose primordiale pour le gestionnaire des bases de données. Un logging des activités, si vous voulez, donc pour pouvoir avoir un logging des accès, les audits et ainsi de suite. La définition de procédures stockées. Et là, c'est vraiment formidable, c'est un point fort au niveau des bases de données. C'est quoi une procédure stockée? Alors, une procédure stockée, c'est un programme, si vous voulez. Et c'est un programme qui peut être utilisé pour plusieurs applications. C'est une partie du programme qui peut être appliquée pour... C'est l'orienté objet, si vous voulez. Alors maintenant, ce programme-là, vous pouvez le stocker dans ce qu'on appelle une procédure stockée et en faire appel au niveau de chaque programme chaque fois que vous en avez besoin. Et ça, des bases de données professionnelles vous donnent la possibilité de travailler avec ces procédures stockées. Certaines bases de données offrent aussi le clustering de la base de données sur plusieurs ordinateurs. Alors, le clustering, c'est quoi? C'est le fait d'avoir une copie de base de données sur tous les postes clients. Et ça, c'est vraiment très fort. Alors maintenant, il existe sur le marché des bases de données professionnelles qui vous permettent d'avoir des clustering au niveau des postes ordinateurs clients. L'optimisation automatique des performances ou de l'espace occupé. Alors, nous donnerons un cas de l'optimisation, par exemple, le compactage d'une base de données. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, la base de données se retrouve avec une taille qui est très grande. Alors, le compactage, qu'est-ce qu'il fait? Il fait réduire, il fait un garbage collecteur, si nous voulons utiliser le terme en Java. Le garbage collecteur, il va bien sûr pouvoir exploiter toutes les parties mémoire qui n'ont pas été utilisées. Et bien sûr, il va pouvoir les prendre et les réinitialiser. Et à ce moment-là, la taille devient petite. Donc ça, c'est un point parmi les points d'optimisation des performances de l'espace occupé. Alors, qui est qui? L'administrateur. Donc l'autorisation des accès, coordination et contrôle de l'emploi de la base de données, augmentation des performances. Alors ça va de soi. Une base de données très professionnelle qui n'est pas protégée, on ne peut pas l'appeler une base de données. Pourquoi? Parce qu'elle elle sera pas à l'abri, bien sûr, de toutes les intrusions qui peuvent, bien sûr, dépendre de plusieurs personnes au niveau de l'administration, au niveau de la société, au niveau d'Internet aussi. Alors maintenant, il existe presque toutes les bases de données. Il existe le processus d'administration de cette base de données. Et l'administration est une chose très importante. Vous devez créer des sessions pour chaque utilisateur pour pouvoir la protéger et bien sûr donner les privilèges à chaque utilisateur ainsi que bien sûr ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire, ce qu'on appelle les autorisations. Alors concepteur, il précise des spécifications et conçoit la structure de la base de données. Alors maintenant, pour pouvoir concevoir une base de données, il faut absolument passer par une analyse. Alors, il existe plusieurs sortes d'analyses, plusieurs techniques d'analyse. L'analyse classique, l'analyse, si vous voulez, relationnelle, l'analyse Meurize, et vous avez maintenant l'UML. Donc l'UML, c'est une étude que vous allez faire. Mais l'UML reste une analyse qui est orientée objet. Donc si vous voulez travailler avec le langage de programmation Java, qui est un langage de programmation complètement orienté objet, pour la base de données avec laquelle vous devez connecter votre langage de programmation, il faut absolument que la conception de cette dernière soit faite aussi par une analyse orientée objet. Et l'analyse orientée objet, c'est l'UML, donc c'est les premiers cours qu'on a vus tout à fait au début de ce cours Java. Alors, programmeurs d'application et les utilisateurs. Alors, le modèle des données, donc c'est la représentation conceptuelle et présentation qui définit la structure de la base de données. Données et types de données et relations contraintes. Donc c'est ce que je viens de dire à l'instant, c'est le fait bien sûr de concevoir. Parce que on a beau dire faire une table facilement, la créer avec des champs, des colonnes, mais maintenant s'il n'y a pas une analyse qui est très bien faite au préalable, vous ne pouvez pas prétendre à une base de données professionnelle. Alors par exemple, nous avons un livre.
Et nous avons des auteurs. Alors les auteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent le livre. Et les éditeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils publient le livre. Alors maintenant, effectivement, au niveau des méthodes d'analyse, vous avez plusieurs étapes. Et ces plusieurs étapes vous aident à sortir une dernière étape qui est la création des tables, si vous voulez, ou des classes que vous allez utiliser. Et ça, c'est très important. Parce que maintenant, les tables, la dernière étape, bien sûr, de votre analyse, c'est la première étape et c'est l'étape principale qui va vous permettre de créer votre base de données. Alors, si vous la faites correctement, cette analyse, c'est-à-dire que la dernière étape de cette analyse-là va vous permettre d'insérer vos tableaux. Alors maintenant, si vous avez une base de données qui a été faite correctement d'une manière professionnelle, vous êtes sûr de pouvoir travailler tranquillement avec cette base de données, saisir les informations comme vous voulez et pouvoir les ressortir quand vous voulez et quand vous voulez. Mais le problème, c'est que si vous faites une mauvaise analyse et que vous avez une conception qui est mauvaise, alors ça va se répercuter sur votre saisie, sur votre analyse pour les requêtes et les états, et ainsi de suite. Donc faites très attention. L'étape primordiale avant de pouvoir accéder ou concevoir une base de données, faites une analyse au préalable. Classification des bases de données. Premièrement, il y a des bases de données hiérarchiques. Il y a des bases de données qui sont relationnelles. Il y a des bases de données à objets. Et toutes, bien sûr, les bases de données ont des données organisées en arbres, on accède au record par référence directe. Alors généralement, bien sûr, la hiérarchique est en voie de disparition, si vous voulez. Alors les bases de données qui sont utilisées actuellement sont les bases de données relationnelles ou à objet. Alors maintenant, pour pouvoir préparer des bases de données relationnelles, on doit absolument faire une analyse qui, bien sûr, nous pousse à faire des relations entre les tables. C'est une analyse qu'on appelle l'analyse Meurice. Alors maintenant, si vous voulez avoir une base de données à objet, à ce moment-là, il faut passer par l'UML. C'est la méthode de conception qui va vous permettre de travailler en orienté objet. Alors, le relationnel cette fois-ci, alors c'est un ensemble de lignes et de colonnes de tableaux avec l'emploi SQL comme langage d'interaction. Alors qu'avant, au niveau de l'hiérarchique, on n'avait pas la possibilité d'utiliser du SQL. Alors maintenant, à objet, les données sont emmagasinées comme objet et vous avez bien sûr l'hérédité. Donc c'est-à-dire que n'importe quelle classe que vous avez préparée sera bien sûr orientée objet du fait que la même classe peut être utilisée pour une utilisation ultérieure. Et vous avez l'hérédité, c'est-à-dire l'hérédité, vous avez des caractères héréditaires. C'est-à-dire la même classe que vous avez créée, vous pouvez l'hériter au niveau d'une autre classe et d'une autre classe et d'un autre programme et ainsi de suite. Alors, database relationnel. Les données sont emmagasinées dans des tableaux. Et le tableau est un ensemble de lignes, qui sont bien sûr les records, les enregistrements. Tous les enregistrements d'un même tableau ont la même structure. Pourquoi? Parce qu'au niveau des têtes de colonnes, au niveau des champs, vous avez une structure qui a été bien définie. C'est-à-dire une structure avec laquelle on a défini tout ce qu'on voulait, les mots de caractère, les mots de texte, les mots de booléens, et ainsi de suite. Alors maintenant, chaque enregistrement aura bien sûr la même structure. La structure d'un enregistrement est déterminée par ses champs, les colonnes cette fois-ci. Alors nous avons un tableau, ce qu'on appelle une table au niveau d'une base de données. Vous avez les têtes de champ, donc vous avez les titres, les auteurs et les éditeurs, si vous voulez. Alors là, vous avez un enregistrement. Le titre Terra, auteur Benny, éditeur Feltrinelli. Alors là, c'est un enregistrement. Alors tous les enregistrements qui constitueront cette table-là auront bien sûr les mêmes caractéristiques. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le tableau ou la table. Ça, c'est ce qu'on appelle l'enregistrement. Et ça, c'est ce qu'on appelle une colonne. Alors, la base de données, c'est un ensemble en fait de tableaux. Effectivement, pour les programmeurs professionnels, on ne peut pas travailler avec une seule table. Pourquoi? Parce qu'il y a le relationnel et lorsqu'on travaille avec une seule table, on risque d'avoir des redondances au niveau des saisies. Et là, je vous donne un exemple très simple pour pouvoir comprendre tout ça. Alors, si par exemple, vous avez une seule table. Alors, une seule table où on définit par exemple les noms
de stagiaires, si vous voulez, les villes, et bien sûr la filière ou la spécialité. Alors, si nous avons une seule table au niveau de notre base de données, si par exemple Monsieur X habite Rabat, d'accord? Et si nous avons par exemple Monsieur Italo qui habite aussi Rabat, alors vous avez une certaine redondance. Pourquoi? Parce que ce champ, vous devez absolument le déclarer en champ texte. Et vous voyez que vous voyez Rabat, 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 et ainsi de suite. Donc chaque fois que vous avez un enregistrement ou un nom bien précis avec la ville de Rabat, il va falloir faire toute une saisie, et à ce moment-là, la base de données sera très grande. Alors maintenant, cette méthode ne marche pas. Alors la meilleure méthode au niveau du relationnel, on va reprendre la même chose, le même tableau. Voilà. Alors, le nom, si vous voulez. Alors là, on va appeler ça code ville. Et puis, code F. Et nous allons créer une table qui va contenir, bien sûr, les filières et les villes. Donc, vous pouvez avoir ici code ville avec la ville. Et une autre table qui contiendra le code filière avec la filière. Alors maintenant, le nom, par exemple. Alors nous allons prendre, par exemple, Jada. Alors, au lieu de saisir ici la ville de Jada, on va saisir le code de Jada. Supposons que la ville Rabat a le code 1, on va saisir ici 1. La filière, je suppose que c'est la troisième filière, on va saisir le code 3. Alors maintenant, si j'utilise le nom Antonio, alors Antonio maintenant, même s'il est de la même ville où il y a Jada, donc automatiquement on va avoir le chiffre 1. Et le chiffre 1 correspond à la première ville qui est Rabat. Alors code filière, ça peut être le 5, ça peut être ce que vous voulez. Autrement dit, la déclaration de ce champ-là reste une déclaration en integer. Et le fait de déclarer ça en integer va pouvoir, bien sûr, économiser énormément au niveau de la mémoire et, bien sûr, sera considéré comme une case qui recevra les chiffres et non pas une case qui recevra, bien sûr, les lettres. Et là, bien sûr, c'est la méthode que vous devez employer. C'est ce qu'on appelle le relationnel. Alors, pour la filière, c'est la même chose. Et on va avoir un lien entre cette table-là et cette table-là. Alors, une base de données relationnelle, j'ai une possibilité de base de données. Alors là aussi, vous avez la possibilité de créer des liens entre plusieurs bases de données. Alors, exemple de bibliothèque de base de données, vous avez des tableaux, livres, auteurs et éditeurs. C'est-à-dire qu'au niveau d'une bibliothèque, pour pouvoir la gérer, il va vous falloir une table livre, une table où vous devez identifier tous les livres, une table où vous devez identifier tous les auteurs et une table où vous devez identifier tous les éditeurs. La table livre, par exemple, aura comme champ, je ne sais pas, un code livre, le titre, l'auteur, la date de publication, code éditeur, ce que vous voulez. La table auteur aura comme champ un code auteur avec le prénom, le nom, la date de naissance de l'auteur. Et puis la table éditeur comme champ, le code et le nom de la ville. Alors, langage maintenant des bases de données. Alors, vous avez la base de données Data Definition Language, la DDL. Alors, elle est employée pour définir et manipuler la structure d'une base de données. Vous avez cette fois-ci la DML, la Language. Elle est employée pour interroger et manipuler le contenu d'une base de données. Alors, on passe maintenant au SQL. Alors, le SQL reste un langage normalisé.
Alors maintenant, les gens qui utilisent une base de données professionnelle et non pas les fichiers. La possibilité parmi les avantages qu'ont ces gens-là qui utilisent ces bases de données, c'est qu'ils ont un langage pour pouvoir attaquer cette base de données, soit en écriture ou en lecture, mais un langage qui reste normalisé et très professionnel et très simple aussi. Le langage SQL reste très simple. Alors l'avantage, c'est que vous pouvez, au niveau de la base de données, utiliser le langage SQL et vous pouvez avoir le même langage SQL que vous pouvez introduire au niveau de votre langage de programmation pour pouvoir attaquer la base de données. Alors, Structured Query Language, les langages DDL et DML pour les bases de données relationnelles. Alors, le standard, c'est le SQL2 qui a été créé en 1992. Alors, exemple de SQL DDL. Alors, on va créer une table, par exemple, create table livre, avec les champs. ISBN, c'est un caractère, c'est un champ, si vous voulez, string, qui ne peut pas dépasser 10 caractères. Il ne peut pas être non nul. Et c'est une primary key, c'est-à-dire c'est une clé primaire. Alors lorsqu'on parle de clé primaire, ça veut dire que ce champ-là n'a pas le droit d'être, bien sûr, répété. Donc il ne peut pas accepter les redondances et les doublons. Et bien sûr, c'est la spécification de chaque champ. Le titre, c'est un varchar de 255. Lorsque je parle de varchar, c'est ce que vous voulez dire, un mémo, si vous voulez. Date publication, donc c'est une date. Code auteur, c'est un entier. Pourquoi le code auteur, c'est un entier? Alors, comme je vous ai déjà expliqué, et là je reviens à mon schéma de tout à l'heure, nous avons utilisé le code ville au lieu de la ville. Et c'est ça le relationnel, parce que si on pouvait utiliser une table normale, on n'avait pas la possibilité d'utiliser le code, on utilise directement la ville. Mais lorsqu'on utilise une table relationnelle, à ce moment-là, au lieu d'insérer le nom de la ville, on insère le code de la ville. Et là aussi, c'est la même chose. Vous avez le code auteur et le code éditeur. Et puis on ferme. Alors automatiquement, vous allez vous voir créer une table de cette manière-là, avec des champs ISBN, on le retrouve ici. Le titre, on le retrouve là. La date de publication, elle est là. Le code auteur qui est là. Et le code éditeur qui est là. Alors, tout ce que vous avez déclaré ici correspond à les têtes de champ ou têtes de colonne, bien sûr, de votre table. Alors, exemple de SQL, mais avec le DML. Donc, insert into livre value. Alors, vous avez 123, Tera, le 1.1.91, et puis 1 pour le code, et puis 1 pour le code, bien sûr, de l'éditeur. Alors là, c'est pour l'insertion d'informations, c'est pour remplir le tableau. Alors automatiquement, une fois que vous insérez ces éléments, ils seront insérés au niveau de votre tableau. Alors, select title, titre si vous voulez, from livre. Donc nous voulons sélectionner le titre from livre. Donc automatiquement, il va nous donner tous les titres qui existent au niveau de cette base de données. Alors maintenant, il y a une condition. La condition, c'est que nous voulons avoir des livres qui ont la date de publication est égale au 1.1.1991. Alors automatiquement, cette requête SQL sera appliquée à la table. Et au niveau de la table, on cherchera au niveau de chaque enregistrement, est-ce que la date 1.1.91 existe? Si cette date existe là, automatiquement, on fait ressortir le nom du livre au niveau de votre réponse à la requête et sinon au niveau de votre état. Alors, update livre maintenant, c'est pour la mise à niveau ou mise à jour. Set code auteur 7, where ISBN est égal à 123. Alors maintenant, regardez. Delete from livre, where ISBN est égal à 123. Nous voulons supprimer, si vous voulez, l'enregistrement, si bien sûr le code ISBN est égal à 123. Ben, automatiquement, si vous exécutez cette requête, ben, l'enregistrement, il est là et il va être supprimé. Alors maintenant, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien MedNetU.